Bonjour, mon nom est Pierre Durand, je suis professeur à l'École de relations industrielles de l'Université de Montréal et chercheur à l'Institut de recherche en santé publique de l'Université de Montréal. Aujourd'hui, nous allons parler de problèmes de santé mentale associés au travail et nous allons examiner les différents facteurs qui peuvent les causer et aussi les différentes façons qui s'offrent à nous de les prévenir. Alors, aujourd'hui, on va parler donc de problèmes de santé mentale au travail et sans plus tarder, examinons en quoi consistait l'étude Salveo que nous avons réalisée au cours des dernières années dans 63 établissements de tailles différentes et œuvrant dans différents secteurs aussi d'activité et qui incluait 2162 travailleurs. Alors, cette étude comportait deux phases. Une première phase qui visait à analyser les facteurs de la vie professionnelle, de la vie personnelle, les caractéristiques individuelles et leur influence donc sur les symptômes de détresse psychologique, de dépression, d'épuisement professionnel et certaines manifestations physiologiques. La deuxième phase consistait ensuite à évaluer les pratiques de gestion qui ont la plus grande incidence, positive ou négative, sur la santé mentale des travailleurs. Alors, parlons d'abord des problèmes de santé mentale. Les trois types de problèmes de santé mentale, les trois problèmes différents, si vous voulez, que nous avons examinés sont dans un premier temps la détresse psychologique, qui est un syndrome, non pas une maladie comme telle, mais un syndrome de nature temporaire qui est caractérisé par des désordres psychiatriques mineurs, de l'anxiété, de l'irritabilité, certains problèmes cognitifs, et qui sont mesurés, qui est détecté ou mesuré à l'aide d'un questionnaire qui s'appelle le General Health Questionnaire. Le deuxième problème de santé mentale qui nous intéressait était celui de la dépression, qui est caractérisé par une humeur dépressive, une perte d'intérêt, de plaisir, des périodes de tristesse. Et il y a une définition pour la dépression dans le DSM-4, qui est le manuel des psychiatres, qui a une version plus récente, qui est le DSM-5, et avec 4 types de dépression: la manifestation cyclotimique, maniaque, majeure ou mineure, et c'est les majeures ou mineures qui nous intéressent ici davantage. C'est mesuré par un questionnaire qui s'appelle le Beck Depression Inventory que nous avons utilisé dans notre étude. Le dernier problème, c'est celui de l'épuisement professionnel qu'on appelle en anglais le burn-out, qui est caractérisé par une fatigue émotionnelle, une dépersonnalisation ou cynisme, une perte d'efficacité au travail. Ça apparaît de façon lente et insidieuse et on va mesurer ça à l'aide d'un questionnaire qui s'appelle le Maslach Burnout Inventory dans le cas de notre étude. Maintenant, il y a des différences majeures entre ces trois problèmes-là. La détresse psychologique, par exemple, va inclure les cas de dépression parce que c'est un phénomène qu'on va voir apparaître en général pratiquement tout le temps avant la dépression comme telle, qui est un diagnostic formel. Mais le contraire n'est pas vrai, donc. La dépression peut être observée aussi à la suite d'un épuisement professionnel. Mais l'inverse n'est pas vrai, l'épuisement professionnel n'est pas observé à la suite d'une dépression. Et la détresse psychologique peut être observée avant l'épuisement professionnel, sans présence nécessairement de dépression auparavant, évidemment. L'épuisement professionnel est observé en milieu de travail seulement. Alors, quelle est la proportion de la population canadienne qui va expérimenter à un moment donné ou l'autre, dans une année, par exemple, ces problèmes-là? Dans la population canadienne, en moyenne, au fil des ans, on observe une moyenne d'environ 20% de la population qui peut révéler des symptômes de détresse psychologique. Dans notre étude, on avait une proportion de 24%, ce qui est légèrement plus élevé que la population canadienne. Pour ce qui est de l'épuisement professionnel, c'est caractérisé par trois composantes: l'épuisement émotionnel, l'inefficacité professionnelle et
évidemment le cynisme ou la dépersonnalisation. Et vous voyez sur l'acétate que vous avez les proportions qu'on a observées dans notre étude, 12 11 et 8 respectivement. Pour avoir de l'épuisement professionnel, il faut prendre en compte les trois composantes et un diagnostic, ou c'est-à-dire une détermination d'épuisement professionnel, c'est quelque chose qu'on va observer dans environ 4 de la population canadienne au travail. Pour ce qui est de la dépression, c'est une maladie avec un diagnostic formel et qu'on peut observer dans une année chez à peu près 6 de la population canadienne. Maintenant, l'épuisement professionnel n'est pas un diagnostic en soi qui est inscrit dans le DSM-5 et donc, à défaut d'être un diagnostic formel, habituellement, les médecins vont utiliser le terme trouble d'adaptation, ce qui peut permettre aux travailleurs, aux employés d'être indemnisés, d'être couverts par leur assurance santé complémentaire parce que le trouble d'adaptation est un diagnostic formel, ce qui n'est pas le cas de l'épuisement professionnel. Alors, si on continue, vous avez devant vous un tableau qui indique certains résultats. Alors, plutôt que de vous présenter des coefficients qui proviennent d'une analyse statistique de régression multiple à multiples niveaux et qui tient compte d'une multitude de facteurs, nous avons choisi de vous exprimer de façon, on pense, plus claire, les résultats de cette étude-là. Pour ce qui est des facteurs individuels qu'on a examinés, à titre d'exemple, pour commencer, le fait d'être une femme plutôt qu'un homme vous place à risque, de là le code de couleur rouge. Alors, quand la couleur est rouge, ceci signifie que le facteur en question favorise l'apparition du problème de santé, que ce soit la détresse, la dépression ou bien l'épuisement professionnel. Quand le carré est de couleur verte, ce facteur-là favorise plutôt la prévention de la maladie, empêche, si vous voulez, aide à empêcher l'apparition de la maladie ou du symptôme. Alors, le fait d'être une femme, et c'est reconnu dans l'ensemble des sociétés industrielles occidentales, le fait d'être une femme vous prédispose davantage par rapport à un homme à souffrir de détresse psychologique, de dépression ou d'épuisement professionnel. Dans le cas de la dépression, c'est une maladie qui est 50% plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. Les raisons exactes, si vous voulez, bien objectives, ne sont pas encore tout à fait déterminées. Pour l'épuisement professionnel, il y a un léger excès de la représentation des femmes par rapport aux hommes, mais c'est loin d'être aussi clair que pour la dépression. On parle là d'un excès qui est de peut-être seulement 5 %. Pour ce qui est de l'âge, vous voyez que ce que ça veut dire ici, comme il y a deux carrés verts, la dépression et l'épuisement professionnel, ceci a tendance à être moins fréquent en avançant en âge. Les groupes d'âge de 44 à 64 ans expérimentent moins de dépression et d'épuisement professionnel que les groupes de 25 à 44 ans, par exemple. Alors, les gens qui ont des problèmes de santé chronique, d'abus de consommation d'alcool, les fumeurs, sont plus à risque de développer ces problèmes de santé mentale. Par contre, les personnes qui pratiquent régulièrement des activités physiques de loisirs, qui ont une bonne estime de soi, puis un centre interne de contrôle qui est localisé à l'interne et non pas à l'externe, ce qui veut dire qu'elles considèrent qu'elles sont en contrôle de leur vie plutôt que d'avoir une vie qui est contrôlée ou sur laquelle elles n'ont pas de contrôle. Alors, quand vous avez un contrôle interne qui est assez fort, vous êtes protégé d'une certaine façon contre
les problèmes de santé mentale qui nous intéressent. Et dernièrement, si vous avez eu des événements stressants dans l'enfance, ces événements-là, que ce soit des divorces très difficiles de vos parents, de l'abus sexuel ou autre en enfance, ben, c'est quelque chose qui n'est pas très fréquent, mais qui est un facteur très important et qui vous place à risque de développer une dépression, par exemple, à l'âge adulte. Maintenant, le fait de vivre en couple, en moyenne, généralement, ceci va vous protéger, va vous aider à prévenir la détresse psychologique et la dépression. Comme vous pouvez voir, pour l'épuisement professionnel, ce facteur-là n'a pas de rôle à jouer comme tel. Par ailleurs, les tensions maritales dans une union ou des tensions parentales spécifiquement chez les enfants adolescents avec leurs parents, bien, ce sont des facteurs qui vont favoriser l'apparition de détresse et de dépression. Maintenant, ce qu'on appelle le conflit travail-famille, alors vous voyez 3 carreaux rouges, le conflit travail-famille, c'est-à-dire une influence du travail sur la vie de famille, ça, c'est un facteur qui est important dans l'apparition de la détresse, la dépression ou l'épuisement professionnel. L'inverse, une influence de la famille sur la qualité du travail, mais n'a pas d'effet, si vous voulez, important sur ces problèmes de santé-là. Et finalement, le fait de bénéficier d'un soutien social hors de votre travail, de la part de votre famille, vos amis, les activités que vous réalisez pour vos loisirs, etc., bien, c'est un facteur, un bon soutien à l'extérieur de votre travail, c'est un facteur important pour prévenir la dépression. Alors, si on regarde maintenant au niveau du travail, bien, on va constater que lorsque vous pouvez utiliser vos compétences selon le niveau que vous avez acquis au cours de votre carrière, bien, de pouvoir utiliser ces compétences librement, sans interférence, bien, c'est un facteur qui va vous protéger, aider à prévenir l'apparition de ces problèmes-là. Le fait de travailler physiquement aussi, c'est quelque chose qui peut vous protéger. Par ailleurs, des demandes psychologiques élevées en milieu de travail, d'un milieu où il y a des tensions psychologiques, des conflits entre les employés, entre les supérieurs et les employés, etc., ben, c'est un contexte qui favorise l'apparition de détresse, d'épuisement professionnel. Et finalement, la supervision abusive en milieu de travail, des comportements agressifs en milieu de travail, ce sont des facteurs qui vont favoriser l'apparition de la maladie. Et dernier facteur important du travail, le sentiment d'insécurité d'emploi. Même quand vous avez un emploi permanent, par exemple, au sein de la fonction publique, mais le sentiment qu'on pourrait vous déplacer à l'encontre de vos désirs, etc., alors, tout ceci entre en fonction pour favoriser l'apparition de détresse ou d'épuisement professionnel. Maintenant, passons à la deuxième phase de notre étude, qui est celle d'évaluer les pratiques de gestion qui ont la plus grande incidence sur la santé mentale des travailleurs. Dans cette phase-là, nous avons évalué 63 pratiques liées au stress, à la santé et au mieux-être en milieu de travail. Alors, 3 grands niveaux de pratiques de gestion. Les pratiques de gestion de niveau macro sont des pratiques qui sont axées sur des stratégies de communication développées afin d'informer les travailleurs sur la prévention du stress, les problèmes de santé et ainsi que sur les canaux de diffusion qu'on va utiliser. Alors, distribuer des dépliants, faire passer des messages sur des écrans de télévision, ça fait partie des pratiques macro. Les pratiques méso, elles, s'intéressent davantage aux
différents groupes de travail à l'intérieur du milieu de travail et porte sur les conditions stressantes dans l'organisation qui peuvent être associées à la conception des tâches à exécuter, les demandes psychologiques, les relations sociales, les gratifications, c'est-à-dire le mode d'évaluation de la performance, du rendement des employés. Et finalement, les pratiques micro sont des pratiques qui sont centrées uniquement sur les besoins individuels. Alors, ces pratiques de gestion il y a des pratiques de gestion qui sont associées, on a examiné 63 pratiques de gestion, qui sont associées à des taux plus faibles de réclamation pour des problèmes de santé mentale au fil des ans. Alors, quelles sont ces pratiques? Bien, ce qu'on a observé d'abord, c'est que les pratiques de niveau macro, comme des pratiques de communication, de mesure de contrôle des risques, de distribution de dépliants, etc., alors les pratiques générales qui s'adressent à tout le monde ne sont pas très efficaces. Par ailleurs, des pratiques de type méso, par exemple, celle qui a le plus d'effet, qui s'adresse à la conception des tâches, c'est-à-dire à la révision des tâches, des conditions de travail, des postes de travail, des exigences des postes de travail, des outils qui sont utilisés lors de l'exécution d'un travail et ainsi de suite, bien, ces caractéristiques-là qui définissent une tâche bien, font que les gens qui peuvent, les employés qui peuvent, si vous voulez, contribuer, puis émettent leur opinion dans la conception des tâches qu'ils vont devoir exécuter, bien, ces employés-là sont presque 7 fois moins à risque de développer des problèmes de santé mentale. Alors, des demandes psychologiques plus faibles, par exemple, bien, chez les travailleurs, révèlent que ces travailleurs-là ont 1,8 fois moins de risque de réclamer pour des problèmes de santé mentale. Un système juste et approprié, précis de reconnaissance de la contribution des employés, bien là aussi, c'est quelque chose qui est très efficace pour prévenir les problèmes de santé. Parmi les pratiques micro, on reconnaît par exemple l'accès à des activités physiques qui sont fournies par l'employeur, des activités physiques de loisirs, et aussi des pratiques de gestion associées à l'équilibre travail-famille, telles que de fournir des horaires de travail flexibles aux employés, une certaine autonomie dans la détermination des horaires de travail, la possibilité de modifier ces horaires de travail, l'adaptation des conditions de travail aux besoins de la famille lorsqu'on a des enfants qui sont malades, par exemple, et toutes ces pratiques qui facilitent l'équilibre travail-famille, ben, vous voyez que ça réduit d'à peu près 3 fois le risque de développer des problèmes de santé mentale. Les pratiques comme telles en général de nutrition santé générale ou gestion du stress, par exemple, sont très peu efficaces à moyen ou à long terme et n'ont qu'un effet qui est passager pour l'ensemble des travailleurs. Par ailleurs, lorsqu'on regarde, on tient compte du style de gestion de la gestion générale des entreprises, bien, on peut reconnaître qu'il y a 3 grands groupes, si vous voulez, de pratiques de gestion générale des entreprises. On a divisé nos 63 établissements de cette façon-là. Un premier groupe où on voit un style de gestion qui est caractéristique d'un laisser-faire, où on va gérer au jour le jour, à l'heure, selon les besoins qui se présentent de façon réactive, sans véritablement de planification comme telle. Et ce style de gestion ben, nous indique que les différentes
pratiques de gestion propres à la santé et au bien-être en milieu de travail pour prévenir les problèmes de santé mentale, mais sont peu efficaces. Alors, quand vous avez, par contre, un style de gestion où là, il y a une intégration partielle de la santé et du bien-être dans les pratiques générales de gestion, mais là, vous voyez que des facteurs méso, comme les demandes psychologiques, une réduction des demandes psychologiques, de bonnes relations sociales, un bon système de gratification, des pratiques d'équilibre travail-famille, deviennent efficaces pour réduire les problèmes de santé mentale en milieu de travail. Et dernièrement, si vous avez un style de gestion qui est intégré généralement, où les programmes de santé bien-être sont très bien intégrés avec la gestion générale de votre entreprise, mais là, ce qu'on observe, c'est une efficacité qui est beaucoup plus élevée des différentes pratiques de gestion orientées vers la prévention en santé mentale au travail. Et là, on voit apparaître l'effet de l'activité physique à ce moment-là, de programmes de nutrition, d'équilibre travail-famille, conception des tâches, etc. Maintenant, passons aux 7 astuces du mouvement Santé mentale Québec. Alors, je me suis permis de faire un exercice d'intégration des 7 astuces avec certaines pratiques de gestion qui pourraient correspondre aux 7 astuces proposées par Santé mentale Québec. Alors, si on parle de l'astuce agir, cohérence dans les demandes, bien, si on revoit les demandes physiques et psychologiques à chacun des postes de travail, on peut mieux ajuster le niveau de ces demandes physiques et psychologiques au poste de travail. Si on examine les tâches types d'une journée de travail pour chacun des postes de travail de façon régulière, par exemple 1 ou 2 fois par année, si on conçoit et on écrit de nouvelles descriptions de tâches qui sont plus actuelles, mises à jour par rapport aux besoins du moment, bien, on va correspondre, si vous voulez, à l'astuce agir, puis à améliorer la cohérence dans les demandes et exigences à nos employés. Et la mise à jour des descriptions de tâches nous permet d'élaguer les descriptions de tâches, d'éliminer des tâches qui sont devenues inutiles au fil des ans et de les remplacer avec l'espace qu'on a créé par de nouvelles tâches, et donc d'avoir des tâches qui sont plus appropriées, mieux ajustées aux nécessités actuelles d'un poste de travail. Alors, découvrir, c'est aussi faire des essais avant d'imposer de nouvelles tâches à des employés pour mesurer les exigences physiques et mentales et le temps requis pour exécuter ces tâches-là. Ça va éviter d'avoir des erreurs qui peuvent causer un surmenage chez les employés. S'accepter aussi, c'est reconnaître les compétences et accorder l'autonomie à nos employés. Alors, promouvoir dans la mesure du possible, une façon de le faire, c'est de promouvoir dans la mesure du possible les horaires flexibles, permettre le travail à distance, par exemple, aux employés, ce qui permet de reconnaître l'autonomie des employés et leurs compétences de façon, évidemment, individuelle. Et se ressourcer, bien, mettre en place un programme de bien-être en milieu de travail, donner accès à des ressources pour pratiquer des activités physiques de loisirs, avoir accès à des conseils en nutrition, ce sont des exemples d'activités qu'on peut avoir pour rencontrer ces astuces-là. Finalement, pour choisir, communiquer clairement, alors c'est important qu'un établissement de travail détermine les activités qui permettent d'éviter les problèmes de santé mentale et identifier, par exemple, un champion ou une championne ou des championnes qui vont véhiculer ce message-là clairement aux employés afin d'influencer les choix des individus dans la vie de tous les jours. Ressentir, être à l'écoute des besoins familiaux, bien,
On parle ici de conciliation, de différentes activités de conciliation travail-famille. Alors, les activités physiques et la conciliation travail-vie personnelle sont importantes pour prévenir les problèmes de santé mentale, réduire les coûts. Alors, se mettre au diapason des besoins des employés, de façon à avoir un meilleur ajustement entre les obligations familiales et l'emploi, c'est quelque chose qui permet de prévenir les problèmes et l'absentéisme de longue durée qui est associé aux problèmes de santé mentale en entreprise. Et finalement aussi avoir un système juste de gratification à l'égard des employés. Et finalement, créer des liens, promouvoir l'organisation d'activités sociales pour permettre aux employés de se connaître, assigner des mentors à des employés qui ont des difficultés ou qui sont surchargés pendant une certaine période de temps, ça peut éviter de voir des situations dégénérer. Et l'organisation d'activités sociales est importante aujourd'hui parce que plusieurs employés vivent seuls, ont peu de soutien social à l'extérieur de leur entreprise et donc ça permet de connaître la situation des employés et de leur venir en aide lorsque c'est nécessaire. Alors, en bref, on a des pratiques qui peuvent s'exercer sur la conception des tâches, les demandes, les gratifications, la promotion de l'activité physique. Et donc, il est intéressant d'investir dans ce domaine. En conclusion finale, plusieurs types de problèmes de santé mentale peuvent être observés en milieu de travail, pas seulement un. Il est important de faire un diagnostic collectif avant d'intervenir, de savoir si on a affaire à un excès de cas de dépression ou d'épuisement professionnel. Est-ce que les interventions sont appropriées et bien ciblées pour les problèmes diagnostiqués? C'est une question qu'on doit se poser. On doit avoir des interventions adaptées aux besoins des travailleurs dans leur milieu de travail et se dire une chose, les problèmes de santé mentale ne sont pas chroniques en général. Il faut éviter de penser qu'une personne qui fait une dépression ou un épuisement professionnel va devoir vivre avec ce problème-là jusqu'à la fin de sa carrière. On a de nombreux cas où on voit des gens revenir à la santé et ne plus expérimenter ce type de problème. Alors, je vous remercie et vous pouvez nous contacter à l'équipe de recherche sur le travail et la santé mentale et au site qui apparaît sur la dernière acétate www.ertsmumontréal.ca. Merci beaucoup.